Voilà, on se retrouve donc pour cette dernière partie de cette conférence pour la table ronde. Et j'aimerais reprendre un petit peu la même structure qu'on a utilisée jusqu'à présent, à savoir on part vraiment de la grande échelle et on va se retrouver de plus en plus petit dans les solutions de détail pour aller finalement aux éléments de construction et qui permettent de notamment améliorer l'énergie grise, enfin le carbone gris qu'il y a dans les constructions. Il y a énormément de défis, donc on a vu toute une palette de choses à différentes échelles pour qu'on puisse au final aller vers quelque chose qui soit un minimum de consommation d'énergie non renouvelable, donc optimiser les énergies renouvelables évidemment, mais aussi minimiser les énergies grises qu'on a dans nos bâtiments. Donc pas seulement la partie exploitation, mais aussi la partie construction, conception. En commençant par les quartiers, et c'est là probablement qu'il y a pour l'instant encore un des plus grands défis. Et j'aimerais peut-être commencer par ça en m'adressant aux deux personnes qui sont spécialistes de Cité de l'énergie. Finalement, pour les communes aujourd'hui, c'est un énorme défi de vouloir planifier un quartier avec un objectif de ce type-là, parce qu'il y a énormément d'intervenants, il y a énormément d'acteurs qui jouent un rôle dans la construction d'un nouveau quartier. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Quels sont les défis ou quelles sont les mesures qu'une commune peut prendre pour finalement espérer développer un quartier dans le respect des objectifs de Société 2000 watts ? Alors, je vais commencer par répondre à cette question. Effectivement, on voit que les communes ont quand même déjà des outils de planification au niveau urbanistique, que ce soit dans leur plan d'aménagement locaux, que ce soit dans le règlement de construction. Et c'est vrai que souvent, la planification d'un quartier doit venir très en amont, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir une vision claire, on a besoin d'avoir une réelle volonté de la part de la commune de réaliser quelque chose qui soit exemplaire au niveau énergétique et au niveau climatique. Une fois que cette décision a été prise et qu'elle n'a pas été combattue, parce que des fois c'est des choses qui arrivent aussi, la population ne veut pas d'un nouveau quartier pour des questions de densification, pour des questions d'augmentation de la population et autres. Mais c'est vrai qu'une fois que cette vision est là, souvent on a quand même passablement d'outils qui nous permettent déjà, dans des phases de planification, de conception du quartier, de s'assurer que l'ensemble des critères seront après atteints pour la réalisation, que ce soit dans la label site 2000 watts ou d'autres types de labels. Mais c'est vrai que je dirais ici, la vraie question, c'est de se dire à partir de quel moment on souhaite effectivement construire un quartier qui se veut durable. Et c'est vrai que plus la décision est prise en amont, plus c'est facile après pour la réalisation et plus il y aura aussi d'acteurs qui vont devoir intervenir pour pouvoir réaliser cet objectif. Est-ce que les communes peuvent avoir des aides pour faire cette planification ? C'est une des questions qui a été posée pendant vos interventions. Alors, au niveau de la planification énergétique, il y a de plus en plus des outils qui sont mis à disposition pour donner des exemples de ce qu'on peut mettre dans un plan de quartier où il y a des conseillers Société à 2000 watts ou des gens qui ont l'habitude. Parce que finalement, dans un plan de quartier, il ne s'agit pas de dire il faut construire site 2000 watts ou donner des critères précis. Il faut être suffisamment large pour qu'un plan de quartier, ça dure. Ne serait-ce que jusqu'à ce qu'il soit en force et ensuite jusqu'à ce qu'il soit mis en œuvre. Donc, d'inscrire l'objectif du quartier, c'est atteindre la société à 2000 watts, et puis ensuite de le traduire dans la pratique, par exemple, en site 2000 watts. Ça fait partie des choses. Dans le cadre des sites 2000 watts, on a quelques bons exemples de ce qui a été fait, pour l'instant essentiellement en Suisse allemande, à Winterthur, à Lucerne, mais la fabrique sur les communes de Prilly, Renan, avec les Malais, les quartiers de Malais. On fait des conventions aussi entre les communes et les propriétaires pour aboutir, dans le cadre de Malais, à 3 sites certifiés sites 2000 watts. Donc c'est effectivement, il faut une volonté communale ou politique. Et ensuite, ça peut être traduit sous différentes formes. Et puis, aussi bien la plateforme Société à 2000 watts que Site 2000 watts, on est à disposition en tant qu'entité de Suisse Énergie pour les communes pour, en tout cas, rediriger les communes dans leurs besoins précis auprès des personnes qui pourront les soutenir, les aider. Et on est là pour la formation. Le réseau d'experts Cité de l'énergie qui sont à disposition pour faire ça. Exactement. D'accord, merci. Je me tourne vers Thomas.
Il y a eu des questions aussi des parties budget, donc budget CO2, d'où proviennent déjà ces premiers chiffres budget CO2. Et puis ensuite, un des éléments que j'aimerais discuter aussi, c'est finalement, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler. D'une part, réduire l'arrivée d'eau dans la baignoire, puis de l'autre côté, peut-être ouvrir un tout petit peu le robinet de sortie aussi. On n'a pas parlé beaucoup de stockage CO2, mais est-ce qu'on considère aussi que le stockage CO2 dans la construction, par exemple sous forme de bois ou autre, pourrait être un élément important pour arriver à cet objectif de neutralité carbone et d'équilibre budgétaire en termes de carbone? Oui, alors c'est une très bonne question. Donc les objectifs, en tout cas ceux que j'ai évoqués, ils viennent donc de groupement intergouvernemental sur le changement climatique. Donc c'est un réseau d'experts mondial qui a défini donc des valeurs cibles pour respecter un réchauffement climatique inférieur à 1,5 degré ou 2 degrés à l'échelle mondiale. Et ensuite, il y a effectivement tout un travail à faire pour répartir ce budget à l'échelle internationale, d'où les sommets sur le climat successifs. Et beaucoup de discussions pour savoir comment répartir ce budget. Est-ce qu'on doit le répartir équitablement par personne? Est-ce qu'on doit le répartir en fonction du stade de développement économique des pays? Donc ça, c'est effectivement un travail déjà qui est compliqué à faire. Mais donc du coup, l'idée, c'est de répartir ensuite ce budget à l'échelle nationale, puis ensuite à l'échelle des secteurs, puis jusqu'à l'échelle du quartier ou du bâtiment, pour pouvoir avoir un objectif et ensuite avoir cet objectif et l'inscrire dans les instruments de planification urbaine tels que ça a été évoqué juste avant. Donc ça, c'est le premier point qui est important, la question du budget. Et puis après, le deuxième point là, qui est évoqué, c'est la question de finalement comment on compte cette question du carbone. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer nos méthodes et nos bases de données pour considérer notamment la capacité de stockage des matériaux biosourcés notamment. Parce qu'on sait que cette vision de la neutralité climatique, on ne l'atteindra qu'à partir du moment donné, on va équilibrer la baignoire entre l'arrivée et la sortie. Et donc, on peut réduire l'arrivée, mais on peut aussi augmenter, effectivement, comme vous le proposez, la sortie. Et donc, du coup, le stockage qui peut être naturel ou artificiel. Alors, il y a aussi une problématique, c'est on sait que plus le réchauffement climatique va être important, moins on va avoir une capacité de stockage naturelle. On a parlé beaucoup notamment de la forêt, par exemple amazonienne, qui pourrait inverser la tendance et devenir producteur de CO2 plutôt qu'avoir une capacité de stockage. Et donc plus le réchauffement climatique est important, moins on a une capacité de stockage naturelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir sur les stockages artificiels qui représentent quasiment rien à date. Il y a des objectifs ambitieux. On a des personnalités comme Elon Musk, par exemple, qui lancent des grands défis sur la question. Mais aujourd'hui, c'est marginal, mais il y a un espoir potentiel là-dessus. Donc, effectivement, il s'agit de réguler deux vannes, minimiser effectivement les émissions de carbone et augmenter les capacités de stockage, avec la limite que j'ai dit sur le stockage naturel, assez limitée aussi en Suisse, et la capacité de stockage artificielle, notamment, par exemple, sur le site de production d'une cimenterie. C'est des choses qui commencent à émerger comme technologie et qui vont déployer de plus en plus dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que plus la tonne de carbone aura un prix élevé, et évidemment, plus il y aura des mécanismes comme ça de stockage à la source qui vont aussi devenir solvables et qui vont pouvoir se diffuser sur le marché, quoi. D'accord. On a parlé beaucoup d'énergie grise. Évidemment, l'énergie d'exploitation reste quelque chose d'important. Aujourd'hui, on sait construire de façon à ce qu'on ait eu très peu d'impact dans l'exploitation avec nos besoins en énergie. Par contre, réduire les besoins en énergie, ça reste quelque chose qui est important à l'échelle globale, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on va aller vers du net zéro carbone, donc supprimer totalement les énergies renouvelables. Est-ce que dans le cadre du Smart Living Lab, vous avez aussi réfléchi à des questions de stockage d'énergie, de pouvoir à grande échelle, peut-être jour-nuit, ou voire même sur le plus long terme, stocker de l'énergie pour à terme limiter la consommation, en tout cas équilibrer la consommation? Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, on a mis la base déjà dans la production propre d'électricité. On va avoir une installation photovoltaïque qui se voit exemplaire. Et on a mis en place de base un système de stockage très basique avec des batteries qui existent aujourd'hui. Mais quand je dis très basique, c'est avec une faible quantité de stockage. Pourquoi? Parce que l'énergie grise des batteries, actuellement, c'est énorme. Alors, il faut faire attention avec ça parce que sinon, l'électricité que finalement on produit de façon propre, on le stocke,
on l'utilise, mais cette énergie finalement peut-être est plus polluante que la prendre du réseau. Alors il faut faire cet équilibre au niveau contenu carbone du kilowattheure électrique consommé. Et en particulier, le Smart Living Lab a aussi prévu des espaces pour tester des nouveaux systèmes de stockage, comme ça peut être à un moment donné l'hydrogène. On pourrait utiliser des piles de combustible, stocker l'électricité en forme d'hydrogène. Et ce qui est intéressant, on fait des projets actuellement avec des étudiants de coupler ces systèmes avec la thermique du bâtiment, parce que si on fait cet stockage en forme d'hydrogène et après on l'utilise avec une pile de combustible, l'efficacité de tout le système est faible. Mais par contre, il y a des pertes thermiques qui peuvent être utilisées dans le bâtiment pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage, tempérer des zones que normalement on ne chaufferait pas, par exemple au sous-sol, des éléments comme ça. Alors le Smart Living Lab va aussi pouvoir offrir ces espaces ou ces installations pour tester des nouveaux systèmes de stockage. Finalement, vous êtes 3 des représentants des hautes écoles ici, donc pionniers dans tout le développement notamment BIM et ces concepts net zéro carbone. Est-ce que vous arrivez à percevoir déjà un petit peu les métiers du futur? Enfin, qu'est-ce qu'il va falloir avoir, qu'on en a discuté un tout petit peu tout à l'heure, enfin ça a été évoqué. Quels sont les métiers du futur? Comment est-ce que vous percevez les compétences des personnes à l'avenir qui seront impliquées dans la construction, en dehors évidemment des gens qui vont continuer à construire, mais il y aura forcément des nouveaux métiers, des nouvelles choses qui vont émerger. Comment vous voyez la chose, notamment peut-être en lien avec le BIM? Oui, ça c'est une très bonne question. On peut observer peut-être ça qui arrive aujourd'hui à les grosses entreprises d'architecture, par exemple, qu'ils commencent à mettre en offre les BIM et les outils digitaux. Et on voit qu'il y a un élément fixe dans le personnel, que ce n'est pas seulement les techniciens IT, mais aussi un développeur des algorithmes et même développeurs de logiciels. Donc les grosses entreprises commencent à vouloir créer leur propre logiciel pour aller plus vite dans la digitalisation. Donc on voit qu'il a besoin des gens qui sachent, qui connaissent les ordinateurs, qui parlent sa langue, et il ne faut pas aller trop loin. On sait qui ces gens sont, c'est les jeunes. Donc aujourd'hui on voit au boulot, je continue à parler des architectes, les vieux architectes avec l'expérience constructive qui connaissent le tout, mais qui ne sait rien de los ordinateurs, et à côté, les gens qui font le tout. Et il faut la connexion entre ces deux personnages. Donc j'imagine, dans le futur, il faut essayer de ne perdre aucune des deux. Parce que c'est vrai qu'il émerge un nouvel métier, que c'est celui de geek, mais lui seul, il peut pas faire des bâtiments ou des choses. Donc oui, soit il a un nouvel métier, que c'est les personnes qui sont un peu les middle age personnes qui connaissent les deux choses, ou voilà. Mais je pense que ça c'est crucial, parce qu'on ne peut pas passer à une révolution digitale et oublier tous les bagages construction et tout le reste qu'on connaît. C'est ça, il faudra aussi compléter. Donc évidemment, avec les personnes qui sont sur le terrain en train de construire, devront avoir des nouvelles compétences pour pouvoir maîtriser, en tout cas en fonction de leurs besoins, oui, ces différents outils numériques. J'aimerais me tourner vers Patrick Riedo avec une question. On a beaucoup parlé de construction. Il y a évidemment un énorme défi chez nous maintenant, c'est la rénovation. On sait que le taux de rénovation est largement en dessous de ce qu'il devrait être pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de réduction des émissions de CO2. Le BIM dans la rénovation, c'est encore pas quelque chose qui est habituel, c'est encore pas quelque chose qui est vraiment très bien ancré, notamment à cause des problèmes de numérisation de l'existant. Comment vous voyez l'évolution dans ce domaine-là? Quelles sont les mesures potentielles qu'on pourrait prendre? Comment est-ce que le système pourrait évoluer pour qu'on puisse aussi dans la rénovation accélérer finalement l'utilisation du BIM? Je
pense que pour la partie modélisation de l'existant, il y a de gros progrès qui ont été faits et qui seront encore faits. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité maintenant pour faire un relevé, un scan 3D d'un bâtiment existant, et puis après pour le modéliser ce bâtiment, ça se fait de mieux en mieux, je dirais. Ça coûte de moins en moins cher. Et puis après, il s'agit évidemment d'aller ajouter ces informations. Hein. Le modèle lui-même n'a qu'une partie géométrique. Après, il faut bien sûr aller ajouter toutes ces informations. Mais je pense que on se dirige vers des solutions qui sont quand même beaucoup moins chères que ce qu'on avait finalement jusqu'à maintenant, avec peut-être ici aussi de nouveaux métiers, ou en tout cas des outils pour certains métiers qui vont améliorer les performances. D'accord, merci. J'ai encore une question qui est arrivée ici d'un auditeur, de M. Paté, qui pose la question du bois dans la construction et qui dit que le stockage n'est que provisoire dans le bois parce qu'on va évidemment déconstruire à un moment donné le bâtiment. Et ça me permet peut-être de rebondir aussi, pour poser la question à tous, sur les questions d'économie circulaire, en tout cas de réutilisation. Il y a la partie recyclage des matériaux et la partie réutilisation des éléments constructifs dans le bâtiment. Ça peine un petit peu à se mettre en place, mais c'est évidemment un élément qui sera clé. Plus on va pouvoir réutiliser et recycler les matériaux, moins on aura d'impact en termes d'énergie grise dans les matériaux de construction. Comment vous voyez peut-être à différentes échelles cette question de l'économie circulaire, donc de réutilisation, recyclage des éléments de construction? Est-ce qu'en termes de cité de l'énergie, c'est des questions qui sont abordées pour l'instant ou ça reste encore très très vague? Alors je dirais c'est abordé principalement quand on est dans des sites où c'est qu'on a déjà un patrimoine qui est existant. Quand on parle de friches industrielles ou de transformation d'un certain nombre de quartiers, effectivement, souvent dans les études qui sont faites, on se pose la question effectivement de quels sont les bâtiments qu'on pourrait conserver, que ce soit pour des aspects patrimoniaux, mais aussi parce que peut-être des bâtiments qui ont été construits aussi avec des éléments qui peuvent être réutilisés ou qui sont facilement transformables pour finalement récupérer toute cette énergie, tout ce gros œuvre qui a déjà été fait dans les constructions auparavant. Donc effectivement, cette réflexion, elle existe. C'est souvent des contraintes après pour les urbanistes et pour les planificateurs, puisqu'effectivement on doit travailler avec des éléments existants, avec des surfaces existantes, des volumes existants. Après, de plus en plus, ce qu'on essaye aussi, notamment que ce soit aussi dans la vision du label site 2000 watts, c'est de se poser la question dans quelle mesure les bâtiments qu'on construit actuellement peuvent être aussi réaffectés, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer dans le futur. Et ici, c'est vrai que souvent, c'est de se poser la question au niveau constructif, de comment est-ce qu'un bâtiment qui est peut-être des logements pourrait être transformé par la suite. On parle aussi notamment de la transformation des parkings. Quand on construit maintenant des parkings silos pour des sites, de se dire peut-être que d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, on aura peut-être moins besoin de ces parkings. Comment est-ce que tout à coup, un étage du parking pourrait être transformé, soit avec des surfaces commerciales, soit avec des surfaces de logement. Donc cette réflexion, elle existe. Pour la partie, je dirais, purement récupération des matériaux, je ne serais peut-être pas forcément la meilleure personne pour en parler. C'est vrai que la question du réemploi, que ce soit à performance équivalente ou à utilisation équivalente ou à réutilisation détournée, par exemple des fenêtres extérieures qui deviennent des parois intérieures vitrées ou des choses comme ça. L'évolution, elle a été faite ces dernières années, et puis je dirais qu'en Suisse, c'est plus une culture architecturale qui est en train d'évoluer, plus que effectivement qui est institutionnalisée, contrairement à dans d'autres parties du monde. En partie parce que les matériaux neufs sont moins chers que les matériaux réutilisés. Par contre, en termes d'énergie grise, pour l'atteinte des différents des objectifs de neutralité carbone, c'est essentiel parce qu'en fait, le matériau neuf, en fait, il a été comptabilisé dans sa première vie et dès qu'il est réutilisé, il est neutre parce qu'il a déjà été payé par la suite.
s'il a fait sa durée de vie. Autrement, il a une durée de vie résiduelle, on est bien d'accord. Mais c'est en train de changer. Le canton de Genève est aussi en train de mettre en place toute une stratégie pour le réemploi avec des ressourceries, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui changent et ça change rapidement si on considère que notamment le rapport de l'Office fédéral de l'environnement sur cette thématique date d'il y a 1 année et demie environ. Très anecdotique, tout ce qui est du réemploi est devenu beaucoup plus généralisé, en tout cas dans les discussions, dans les stratégies, dans les solutions qui sont envisagées, même si pour l'instant on commence à le mettre en place de façon plus importante. Thomas ? Oui, c'est une question qui est très pertinente. Si donc du coup je peux réagir un petit peu là-dessus. La question du bois en fait et du stockage, effectivement, il y a toujours une question en fin de vie, mais déjà on voit bien qu'il y a une différence, c'est que quand on met en œuvre un matériau biosourcé, donc c'est pas que le bois, parce qu'aujourd'hui il y a toute une filière qui se développe, que ce soit des isolants biosourcés, de la structure, des portes, etc. L'avantage qu'ils ont, c'est que on va donc du coup séquestrer pendant toute la durée de vie et éventuellement en fin de vie on va relarguer. Donc déjà il y a un décalage dans le temps qui est intéressant et un stockage. Et on peut aussi supposer, par exemple, que les technologies vont évoluer et que donc du coup on sera en mesure de capter ce CO2 à la fin de vie en fait du bâtiment de manière beaucoup plus facile et ordonnée que ce que l'on fait aujourd'hui. Et également, il y a un autre phénomène qui fait que la temporalité d'émission des gaz à effet de serre est importante dans l'effet sur le réchauffement climatique. Et donc ce que l'on émet aujourd'hui ou ce qu'on émet demain ou dans 50 ans n'a pas non plus le même effet. Donc ce caractère-là dynamique des émissions est extrêmement important. Ça suppose aussi être capable de le compter et de faire évoluer aussi nos outils et nos méthodes. Mais on voit bien que là, qu'il y a un avantage par rapport à d'autres matériaux qui ne sont pas biosourcés. Donc je suis absolument contre opposer une filière avec une autre parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup de matériaux différents pour faire un bâtiment. On aura toujours besoin de béton pendant encore longtemps pour faire des fondations ou d'autres, mais il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Et un inconvénient, par exemple, des matériaux comme le béton, c'est qu'aujourd'hui, quand on le met en œuvre, au moment où on met en œuvre, ou dans les 2-3 dernières années, on émet tout le CO2 que l'on va ensuite amortir sur une longue durée. Et ce qui fait qu'effectivement, en fin de vie d'un bâtiment, quand on le détruit, en fait, on détruit plus de 1 tonne de CO2 mètre carré qui a été amorti pendant toute la durée de vie. Donc ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces opérations de démolition, c'est potentiellement des émissions de CO2 qui pourraient donc du coup être évitées si on prolongeait la durée de vie des bâtiments. Donc cette question de démontabilité, de recyclage, d'économie circulaire est extrêmement intéressante et pertinente. Parce que si on veut diminuer le bilan carbone des bâtiments, il y a différentes façons de faire. Il y a diminuer les quantités de matière à mettre en œuvre, augmenter la durée de vie des composants et mettre en œuvre des matériaux qui sont moins carbonés. Et c'est sur ces 3 leviers-là qu'il faut travailler. Et évidemment que le BIM, là, du coup, peut jouer un rôle extrêmement important dans le recensement des matériaux et des composantes. Hein. Et là, j'imagine que des bases de données qui sont en train de se mettre en place aussi. Oui, qui sont oui. prévues. Toujours dans la théorie, mais oui. D'accord. Non, c'est une question assez vaste et compliquée parce que quand on parle de réemploi, on veut toutes les deux choses. On veut une plateforme qui nous informe qu'est-ce qu'il passe à niveau quartier ou urbain, qu'est-ce qu'il est en train de, quel stockage on a vrai pour utiliser. Donc ça, on peut partir de la base qu'on a mis en place le permis de construire BIM. Donc il existe un stockage de maquettes numériques où les éléments sont informés. Mais après, il y a un problème de niveau de détail parce que pour recycler quelque chose comme des objets prêts, des fenêtres, des choses, on a besoin d'une information assez détaillée. Et donc, qu'est-ce qu'il passe avec toute cette poids de contenu? Est-ce qu'on va générer plus d'énergie en faisant ce stockage de données C'est intéressant. Un autre débat, oui. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On en arrive au bout de cette partie table ronde, questions-réponses. Comme mentionné, si vous avez encore des questions ou s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses, vous allez être... on va répondre à ça en off par mail. On a évidemment vos adresses mail et les questions qui ont été posées. Donc vous allez recevoir des réponses à ces questions. Et puis pour l'instant, on va par contre clore et je donne la parole de nouveau à Sophia pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Un grand merci pour toute cette discussion
qui ont été effectivement très passionnantes. Ça ouvre beaucoup de perspectives sur la construction durable. On voit tout ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, mais qui nous concerne déjà effectivement dès aujourd'hui. On aimerait bien continuer à en discuter, mais c'est vrai que nous arrivons maintenant à la fin de ce forum. Donc un grand merci à vous tous, à vous toutes pour ces interventions. Merci beaucoup Werner pour cette animation. Un grand merci aussi à vous qui nous avez suivis à distance. J'espère que ce forum vous a permis de trouver quelques pistes de réflexion, avoir quelques réponses aux questions que vous vous posiez. Un grand merci aussi tout particulièrement à nos sponsors, à nos partenaires et nos prestataires qui ont permis la mise en place de ce forum digital. Je vous rappelle que le replay de toutes les interventions de cet après-midi sera disponible dans quelques jours sur le site d'Energissima, sous streaming où vous êtes déjà. Donc vous pourrez le revoir, pourquoi pas le transmettre autour de vous. Vous pouvez également retrouver d'ores et déjà le replay du forum sur la mobilité durable et tout bientôt sera disponible aussi le programme du forum sur l'habitat durable qui aura lieu le 6 octobre et que nous sommes déjà en train de monter. C'est tout bientôt quand même. Et j'en profite encore pour vous donner rendez-vous à la 10e édition du Salon Energissima qui aura lieu donc du 28 avril au 1er mai 2022. Nous croisons tous les doigts pour que cette fois ça puisse avoir lieu en présentiel ici à Espace Gruyère à Bulle. Un grand merci à tout le monde et à tout bientôt.